lorsque je vous aurais précisé que cet épisode douloureux, pour moi, se situe entre ma 12e et ma 14e année, donc bien avant d'avoir votre âge, vous saisirez aisément, je pense, que d'une part, je n'avais rien compris à ce qui se passait, mais que d'autre part, ce que j'ai vécu a façonné mon existence et a orienté ma vie sociale, ma vie familiale et toute ma carrière. Oui, à 70 ans d'intervalle, c'est toujours aussi douloureux parce que raconter, c'est revivre, et vous savez bien qu'on n'aime pas revivre des situations dans lesquelles on a été très malheureux. Et si nous sommes encore quelques-uns à pouvoir le faire, ce ne sera pas toujours le cas, donc profitez-en. Personnellement, si je le fais, si je réponds à chaque fois qu'on me le demande gentiment, comme c'était le cas ici, je le fais pour deux raisons majeures. La première est d'ordre mémoriel. C'est une manière pour moi d'honorer la mémoire des millions d'innocents qui sont morts sans sépulture, après avoir été humiliés, maltraités, affamés, exploités, et parmi eux mes parents et tous les membres de ma famille. La deuxième raison est plus politique, je dirais plus pédagogique. Je crois avoir la légitimité d'attirer l'attention des jeunes générations sur le fait que nous avons tous en nous des germes de xénophobie qui ne demandent qu'à se développer si nous n'y prenons pas garde. Bon, on y reviendra sans doute tout à l'heure, car je pense que la xénophobie est la source de tous les conflits, qu'ils soient d'ordre familiaux, de voisinage ou entre États. Je vais donc essayer, dans une première petite heure, de décrire mon itinéraire, un itinéraire dans lequel je n'avais pas compris quelles en étaient les origines et que j'ai subi, sans en comprendre les raisons. Le seul effort que je vous demanderai, c'est de recentrer votre attention sur le fait qu'il s'agit d'un gamin qui n'avait pas votre âge, qui ne comprenait pas ce qui se passait et qui absorbait tous les mauvais traitements dont il était l'objet sans en comprendre ni les raisons, ni pouvoir l'analyser. Tout a commencé pour moi le jour de mon 12e anniversaire. C'était en février 1943. Cette année-là, mon anniversaire tombait un jeudi, et le jeudi à l'époque était un jour non scolaire, qui a été remplacé maintenant par le mercredi. J'étais un collégien sans histoire, plutôt studieux, et ce jeudi, nous étions à la maison, mon frère, ma petite sœur, mes parents, et dans la matinée, une voiture de la préfecture de police de Paris s'est arrêtée du pavillon que nous habitions, région parisienne. Mes parents ont été invités à prendre place pour une vérification d'identité. Bon, je me souviens, ma maman a déposé un petit baiser sur mon front et puis ils sont partis. Il n'y a eu aucune violence physique, ça s'est passé d'une manière très, je dirais, courtoise. Et je n'avais moi aucune inquiétude. Je ne saurais pas vous dire comment la matinée s'est prolongée, ni même quelle a été la composition de notre déjeuner. Ce que je sais, c'est que en début d'après-midi, la voiture est revenue, mais mes parents ne s'y trouvaient pas. Et en réalité, je ne les ai jamais revus.
la voiture ne venait pas nous rendre, nos parents, elle venait nous chercher, nous. Et j'ai appris ce jour-là que mes parents étaient d'origine juive, donc je l'étais, comme mon frère, comme ma sœur, et je l'ignorais. Je l'ignorais pour différentes raisons. La première, c'est que mes parents ne nous en avaient pas informés, qu'ensuite, n'étant pas pratiquant, je n'avais participé à aucun rite propre à cette religion. Le terme même de synagogue n'était pas du tout dans mon vocabulaire. Et je ne le savais pas non plus parce que, pour des raisons que j'ignore, mon père n'avait pas accompli vis-à-vis des autorités une démarche qu'imposaient des lois scélérates de Vichy, je ne sais pas si vous les avez étudiées encore avec vos professeurs d'histoire, qui imposaient aux personnes d'origine juive d'aller se faire recenser comme telles à la préfecture de leur département ou au commissariat de leur quartier, au terme de quoi la plupart de leurs droits civiques leur étaient retirés. Et chacun devait alors porter l'étoile jaune infamante, pour des raisons que j'ignore et dont je n'ai pas eu le loisir de m'en expliquer avec mon père n'avait pas accompli cette démarche, donc moi je n'ai jamais porté jusqu'alors l'étoile jaune, et voilà pourquoi j'ai découvert brutalement quelles étaient mes origines. La voiture venait nous chercher, mon frère aîné qui avait 14 ans, ma petite sœur qui en avait à peine 5, et moi qui fêtais d'une manière un peu dramatique mon 12e anniversaire pour nous confier à une association qu'on appellerait aujourd'hui une ONG qui avait été conçue pour prendre en charge des enfants dont on allait déporter les parents. Et donc, la voiture nous dispatche, ma petite sœur dans une famille d'accueil, mon frère dans une maison d'enfants, que par pudeur autant que par superstition on n'appelait pas orphelinat, mais c'était en réalité des orphelinats. Et moi j'ai été placé dans un internat de la région parisienne. Et voilà que en quelques heures, dans le cadre d'une journée, une famille sans histoire, non maltraitante, on arrache les parents, on sait où ils vont, et la fratrie est répartie en 3 endroits différents. S'il n'y avait eu que cela, c'était déjà inhumain, c'était déjà dramatique. Arracher des parents bienveillants, répartir les enfants dans 3 endroits différents. À l'heure actuelle, l'action sociale cherche à ne pas séparer les fratries lorsqu'elle est obligée de les protéger de parents maltraitants. Hélas, il n'y a pas eu que cela. Donc moi j'arrive dans un pensionnat de la région parisienne, au sud de Paris. Et bon, je m'accommodais assez bien de mon statut d'interne. Parce qu'un statut d'interne était pour moi plus facile à admettre que le statut d'orphelin ou d'enfant sans parents que j'avais à l'extérieur. La seule différence, c'est que dans cet internat, où les internes rejoignaient leur famille tous les 15 jours, moi je restais à l'internat parce que je n'avais pas de famille et ça ne me gênait pas parce que je sentais confusément qu'à l'extérieur j'étais sans racines. Il n'y a eu aucune violence, hein, je l'ai dit, je le répète, aucune violence physique. Il y avait une violence dans la séparation brutale, mais ça a créé un tel choc que longtemps après, lorsque j'ai analysé mes réactions et mon comportement, j'ai compris que, sans l'avoir décidé, je me suis interdit de penser à l'avenir, de même que je me suis interdit de me laisser aller à la nostalgie de ce que ça aurait pu être. Finalement, je me suis inscrit dans le présent.
Et à l'époque, je ne savais pas que c'était une vertu chrétienne de vivre le présent. Mais je sentais que si je me laissais aller à la nostalgie, ou si j'essayais de penser à ce qui allait suivre, ça allait complètement me déstabiliser, et j'ai appris à vivre le présent. Et cela, donc, sans que j'en souffre trop. Et cela jusqu'à la fin de l'année scolaire suivante. C'était... Alors, pardon, entre autres, si je ne sortais pas tous les 15 jours, l'Éducation nationale, dans sa grande sagesse, a toujours prévu 2 périodes de congé chaque trimestre. À ces occasions, l'internat fermait ses portes, et là, il fallait bien qu'on trouve une solution pour moi. Alors, je ne sais pas comment cela s'organisait. J'imagine que des assistantes sociales s'entendaient entre elles, me donnaient, je ne sais plus par quel moyen, l'indication de l'endroit où je devais me rendre, et à chaque congé scolaire, je rejoignais mon frère dans une des maisons d'enfants que gérait cette association. Et c'était pour nous l'occasion d'aller rendre visite à la petite sœur, car si moi je ne comprenais pas ce qui se passait, la petite sœur encore moins. Et c'était pas commode d'aller la voir, parce qu'il fallait prendre rendez-vous. À l'époque, non seulement il n'y avait pas de portable, mais le téléphone filaire lui-même n'était pas très développé. Donc on n'arrivait pas toujours à prendre rendez-vous, mais on y arrivait forcément quelquefois. Et lorsqu'on allait voir la pauvre petite sœur, c'était des larmes de joie lorsqu'on arrivait, et c'était des larmes de désespoir lorsqu'on devait rentrer, parce que nous étions incapables de lui dire quand nous reviendrions. Et lorsqu'on ne peut pas changer la nature des choses, il faut bien les accepter. La pauvre petite les acceptait comme nous acceptions ce qui nous arrivait. Et donc cela s'est produit jusqu'à la fin de l'année scolaire 1944. Là, c'était les grandes vacances. Bon, à la veille des grandes vacances, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de joie, la perspective de la liberté. Cette année-là, ce fut les grandes vacances les plus courtes de mon existence. Et c'est là que va commencer ma véritable histoire, parce que, à l'époque, on était en vacances à la mi-juillet. Je rejoins mon frère dans une de ses maisons d'enfants, et le 21 juillet 1944, donc je fais appel à vos connaissances historiques. Vous savez que nous sommes à cette époque-là à un mois de la libération de Paris. Le débarquement en Normandie avait déjà eu lieu. Le 21 juillet 1944, des autobus de Paris se rangent au pied de la douzaine de maisons d'enfants gérées par cette association. Et tous ces mineurs ont été transportés dans un endroit qui était le camp de Drancy, dont je n'avais jamais entendu parler. C'était le camp de regroupement où l'on entassait toutes les personnes indésirables qui étaient destinées à être déportées vers l'Est. Le camp de Drancy a été installé à l'intérieur d'un chantier de construction d'HLM dont les architectes avaient conçu un plan en U, de telle sorte qu'il suffisait de fermer le bas du U pour pour avoir un camp circonscrit. Je ne garde pratiquement aucun souvenir de mon passage à Drancy, pour différentes raisons. D'abord parce que, hélas, nous n'y sommes pas restés longtemps, mais surtout parce que ce qui s'est passé ensuite dépasse tellement l'entendement que très probablement le petit disque dur correspondant à cette période a dû être abîmé. J'ai néanmoins trouvé un texte
d'un historien qui relate notre arrivée. Et si je le retrouve, je vais vous en donner lecture. C'est cité d'un ouvrage de M. Weller qui s'appelle « De Drancy à Auschwitz », qui a été édité en 1946. Et voilà ce que j'y lis. La déportation d'un nouveau groupe d'enfants sans parents eut lieu en 1944. Dans la nuit du 22 au 23 juillet, des autobus amenèrent à Drancy les enfants juifs gardés jusqu'alors dans les orphelinats. Il s'agissait de 300 enfants que Brunner vouait à la déportation, donc à l'extermination. Cette arrivée avait profondément bouleversé le camp entier. Tout le personnel du camp cherchait activement à les servir et à les distraire. Ils vécurent au camp la dernière semaine de leur vie, choyés et secrètement pleurés par tout le monde. Alors je pense qu'on a dû être aussi un petit peu chloroformés par le souci qu'avaient les adultes de s'occuper de nous. Oui, ça n'a pas duré longtemps parce que le 31 juillet 1944, alors là nous sommes à 4 semaines de la libération de Paris. Le 31 juillet 1944, les mêmes autobus de Paris, en nombre, se sont rangés aux abords du camp de Drancy et nous ont transportés, nous, les enfants, et d'autres adultes, dans une gare qui n'était pas une grande gare de Paris, qui était une gare de petite ceinture, une gare périphérique, c'était la gare de Bobigny, où nous arrivons, et je découvre un train constitué de wagons de marchandises, dont la seule perspective de voyager à l'intérieur d'un wagon de marchandises n'augurait rien de bon. Et là encore, il n'y avait pas de violence physique. Il y avait bien sûr les Allemands qui étaient en armes, mais c'était des fonctionnaires de la préfecture, c'était des policiers, des gendarmes qui nous aidaient, et j'allais dire gentiment à monter dans les wagons, ce qui n'est pas commode. Les wagons de marchandises ne sont pas faits pour transporter des voyageurs, encore moins des enfants. Et donc, on est arrêté devant le wagon, et lorsqu'on m'aide à monter, parce que les marches étaient surélevées, je découvre l'intérieur du wagon, le sol recouvert de paille, au fond, deux citernes, l'une remplie d'eau présumée potable, l'autre vide, destinée à recevoir ce que vous imaginez. Et il en montait derrière moi, de telle sorte qu'on a vite compris que nous n'aurions pas tous la place de nous coucher en même temps, et puis très vite que nous ne pourrions pas non plus être tous assis en même temps. Et moi, à l'époque, j'avais 13 ans, je n'étais pas le plus jeune, il y avait des bébés, il y avait des enfants. Et les enfants, les bébés pleuraient parce que leur environnement était un peu effrayant, parce que ils s'étaient habitués à ne plus avoir leur maman, mais peut-être étaient-ils séparés de leur éducatrice, peut-être que dans les mouvements, ils avaient perdu leur doudou, peut-être que, même si on faisait attention, on marchait sur leurs petits doigts. Les grandes personnes pleuraient aussi, ils se lamentaient d'une manière un peu plus brillante, mais peut-être savaient-elles ce qui allait se passer, alors que moi j'ignorais. Et il en montait, et lorsqu'il est apparu qu'il n'était plus possible de faire monter quelqu'un de plus, les portes se sont fermées, ont été cadenassées. L'orifice qui existe sur les wagons de marchandises
a été en partie obstrué par une planche qui a été clouée en diagonale de l'extérieur, dans le but probable de rendre impossible toute tentative d'évasion. Mais dont la conséquence première était de limiter l'aération. Or, il a fait très chaud. Les premiers jours de 1944 ont été très chauds. On ne parlait pas de canicule à l'époque, mais les plus curieux d'entre vous peuvent aller sur le site de Météo France, ils y verraient que les premiers jours d'août ont été, hélas pour nous, très chauds. Et lorsque tous les wagons ont été ceinturés de la sorte, le train est parti. Le train est parti pour une destination évidemment inconnue, qui n'a pas été annoncée dans les gares, où même les annonces sont quelquefois inaudibles, mais là, il n'y a eu aucune annonce, le train est parti. Et il a circulé avec de nombreux arrêts. Je ne sais plus si c'est pendant 3 jours et 4 nuits ou 4 jours et 3 nuits. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes restés dans ce wagon infiniment plus longtemps qu'il était nécessaire, parce que notre convoi n'était pas prioritaire. Ce qui était prioritaire, c'était, pour la SNCF, c'était d'acheminer les trains de soldats. Et en deuxième ligne, les rares convois de voyageurs qui pouvaient encore circuler. Je n'exclus pas, sans pour autant n'avoir effectué la moindre recherche, que l'avancée de notre train ait été retardée par des actes de résistance, par des sabotages de rails ou de signalisation, je ne sais pas. Toujours est-il qu'au bout d'au moins le 3e jour, nous sommes arrivés au terme. Et nous avons su que nous étions arrivés au terme parce que, brusquement, le train s'est arrêté, comme il s'était arrêté plusieurs fois, mais brusquement, les portes se sont ouvertes. Et c'est là où nous avons basculé dans l'horreur que je vais essayer de vous dépeindre là. L'horreur parce que nous étions arrivés à Auschwitz, un nom dont je n'avais jamais entendu parler. Et ce dont je me souviens, c'est à l'ouverture des portes, moi, je me trouvais à ce moment-là juste devant les portes. Et l'arrivée d'air frais, bien que nous soyons en été, mais frais par rapport à l'odeur pestilentielle qu'il y avait à l'intérieur du wagon, m'a fait dire oh, n'importe quoi, plutôt qu'une heure de plus dans ce wagon. Parce qu'avec la promiscuité et la chaleur, l'air était devenu irrespirable. Mais je m'en suis voulu d'avoir eu cette réflexion parce que c'était l'horreur après. À peine les portes étaient-elles ouvertes que des ordres vociférés en allemand nous imposaient de descendre rapidement. À partir de ce moment, tout devait se faire rapidement. S'il avait été difficile 4 jours plus tôt de monter dans les wagons, vous imaginez combien il est plus difficile d'en redescendre quand il faut faire vite. Quand pendant 3 ou 4 jours on n'a pas pu faire le moindre mouvement pour dérouiller ses muscles. Alors si on rate la marche, on tombe. On est à peine tombé que les chiens viennent nous mordre les mollets parce que les SS avaient dressé des chiens de berger pour faciliter leur tâche. Tout le monde ne tombait pas, mais ceux qui tombaient étaient mordus. Tout le monde ne descendait pas, les bébés qui ne marchaient pas sont restés. Les personnes trop âgées qui ne voulaient pas se donner en spectacle sont restées dans les wagons. Mais tous ceux qui étaient valides sont descendus, c'était le cas de mon frère et moi. Et nous avons défilé devant un SS qui faisait son marché et qui choisissait essentiellement les hommes qu'il envoyait à droite, et à sa gauche les femmes, les enfants, les vieillards. En tant qu'aîné, mon frère est toujours passé devant moi. Il y a sans doute des aînés parmi vous.
Vous savez qu'un aîné, ça donne l'exemple, ça protège les cadets. Mon frère est passé, il a été envoyé du côté des hommes, moi qui apparaît derrière. Il y a un petit temps d'hésitation qui n'a pas duré longtemps, mais il y a une rupture de rythme que j'ai sentie, au terme duquel j'ai aussi été envoyé à droite avec mon frère. Et moi je fulminais, j'ai dit à mon frère, oh là, il y a une erreur grossière. Et il m'a répondu, d'une manière moins littéraire que je vais le dire, tais-toi, ne te fais pas remarquer, mais enfin c'est ce qu'il voulait dire. Et j'obéis, mais dans ma tête je disais, mais c'est monstrueux cette erreur. S'il avait vu mon dossier, il aurait vu qu'à 13 ans, ma place était de l'autre côté. Oui, c'était manifestement une erreur de sélection, mais si elle ne s'était pas produite, je n'aurais pas eu le bonheur d'être devant vous aujourd'hui. Parce que je vais vous donner quelques chiffres pour fixer un petit peu, d'une manière factuelle, la composition de ce convoi. Le convoi qui m'a transporté à Auschwitz, c'est le convoi numéro 77. C'est le dernier convoi qui est parti de Drancy pour Auschwitz. Il transportait 1300 personnes, dont 300 enfants. On était enfants à l'époque jusqu'à 21 ans. La file de gauche, constituée des femmes, des enfants, des personnes estimées trop âgées, représentait 726 personnes, plus de la moitié du convoi. Elles ont disparu le premier jour, sans que nous le sachions, nous on l'a appris petit à petit. Et moi, naïvement, je pensais que ma place devait être le 727e. De telle sorte que seule une petite moitié du convoi est entrée dans le camp, hein, puisque la grosse moitié est partie ailleurs. Et sur la petite moitié qui est entrée dans le camp, et qui représentait un peu plus de 400 et quelques personnes, 365 sont décédés dans les 10 mois qui ont suivi jusqu'à la libération. Décédés de malnutrition, de maladie, de mauvais coups, d'assassinat. Donc nous entrons, nous, dans le camp pour subir le processus d'intégration qui était en vigueur. Nous sommes donc réunis dans la cour d'appel pour subir une succession d'étapes toutes plus humiliantes les unes que les autres. La première consistant à se mettre tout nu. C'est une épreuve, on n'en meurt pas, mais on se met tout nu devant des gens qu'on ne connaît pas, devant des soldats qui ricanent, c'est une épreuve. Hein. On était sans doute plus pudiques qu'on l'est aujourd'hui. Deuxième étape, on est rasé de la tête aux pieds par des geôliers qui, armés de rasoirs plus ou moins bien aiguisés, passent la tondeuse de la tête aux pieds. Comme ils doivent faire vite, de temps en temps ils vous écorchent. Ça saigne un peu. La troisième étape, pour éviter les infections, un autre geôlier qui dispose d'une grande brosse de peintre en bâtiment qu'il trempe dans un seau de glésil ou de produits désinfectants ou badigeonne. Ça pique un peu là où on a été un peu écorché. Quatrième étape, là c'est une étape
très difficile psychologiquement, car il y a longtemps qu'on ne nous appelait plus par notre prénom, mais là on ne nous appellera plus non plus par notre nom. Nous sommes affublés d'un numéro matricule, lequel est tatoué sur notre bras. Ça fait pas mal un tatouage, mais ce qui fait mal, c'est de perdre son identité. Là, on a conscience d'être un numéro. Et là, je suis devenu B. 393646. Pour les non-germanistes, je suis devenu B. 3946. C'était mon identité. Mon numéro, celui de mon frère, qui lui était passé là encore devant moi. Étape suivante, c'est la distribution des vêtements de bagnard, que l'on tend comme ça, sans se soucier de votre gabarit. Donc le costume, c'est une liquette sans col, c'est un pantalon, une veste rayée. En guise de chaussures, une paire de semelles de bois, qui avait ou non des attaches avec lesquelles on pouvait nouer à ses chevilles. Et l'étape ultime, c'est la distribution d'une gamelle, dont on a vite compris que c'était l'objet le plus précieux qu'on devait avoir, puisque c'est dans cette écuelle qu'on allait recevoir notre pitance. Alors, on jette un coup d'œil et puis on fait comme tout le monde, on l'attache. Je ne sais pas avec quoi je l'ai attaché, je ne sais pas si c'est un passant du pantalon, si c'est un bouton de ma liquette, je ne sais pas si c'est avec de la ficelle ou du fil de fer, mais voilà, on l'a attaché et on est déguisé, on est devenu un déporté. Et lorsque, à l'issue de cette dernière étape, je retrouve mon frère, nous avons tous les deux éclaté de rire. Parce que c'est clair que c'était un rire nerveux, mais c'est vrai qu'on a eu le sentiment d'être déguisé. Imaginez votre frère sans ses cheveux, affublé d'un costume qui ne lui a pas. Il y avait un côté rigolo, C'est la seule fois que nous avons ri. Parce que comme nous avions été sélectionnés comme force de travail, on a été orienté vers un commando qui avait, lui, pour tâche de creuser à l'extérieur du camp un fossé, une grande tranchée, une énorme tranchée, énorme par son étendue et par sa profondeur. On a été condamnés aux travaux forcés. Et lorsqu'on me demande combien de temps vous travaillez par jour, je suis incapable de répondre parce que, bien entendu, je n'avais pas de montre. Bien entendu, il n'y avait pas de carillon à l'intérieur du camp. Il n'y avait pas à l'horizon un clocher qui égrenait les heures. Ce que je sais simplement, c'est que dès que le jour se levait, une sirène retentissait. Et qu'à peine avait-elle fini de retentir qu'il fallait déjà que nous soyons réunis sur la place pour l'appel du matin. C'est dire en passant que on n'avait pas le temps de faire la moindre toilette, indépendamment du fait qu'on ne disposait ni de savon ni de serviette. Il y avait bien quelques points d'eau, mais nous n'avions pas le temps de les... Il faut préciser que nous n'avions pas de vêtements de nuit, nous dormions avec les mêmes vêtements de jour. Sans aller plus loin, vous comprenez très bien que, avec cette absence de la moindre hygiène corporelle minimum, vous imaginez toutes les infections qui ont pu se dérouler. L'appel du matin était la première épreuve de la journée. Une épreuve qui ne devait pas durer trop longtemps parce que si elle se prolongeait, c'était au détriment du travail. Mais il fallait un temps technique minimum pour compter. Auschwitz était capable de contenir environ 70 000 détenus. Vous savez que quand on fait l'appel dans une classe, il faut quand même quelques secondes.
pour comptabiliser 70 000 personnes, il faut du temps. Il faut non seulement compter tous ceux qui sont alignés, avec les risques d'erreur, car ils ne sont pas toujours bien alignés, avec le risque d'erreur des numéros matricules qu'on n'a pas bien entendus. Mais il faut aussi passer dans tous les bâtiments pour comptabiliser tous ceux qui sont morts dans la nuit, afin que, en consolidant tous ces chiffres, on arrive au même chiffre que la veille. Vous imaginez qu'il faut un certain temps, je ne sais pas lequel. Mais forcément, on arrive au bon chiffre. Et lorsqu'on est arrivé à ce chiffre-là, c'est la fin de l'appel et nous partons travailler sur notre chantier. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le jour décline et rend la surveillance plus difficile. Alors une sirène retentit, on nettoie les pelles, les pioches, on rentre au pas, au camp pour l'appel du soir. On rentre au camp épuisé, après une journée de travail. On se traîne, on essaye d'aider tous ceux qui ont du mal à marcher pour l'appel du soir que nous craignons par-dessus tout parce que l'appel du soir non seulement durait plus longtemps que l'appel du matin, mais nous le craignons et il nous paraissait d'autant plus long que nous étions crevés. Et de fait, l'appel du soir durait d'autant plus longtemps qu'il y avait eu dans la journée des tentatives d'évasion, évidemment ratées. S'évader d'un camp, quelle que soit la nature de ce camp, il faut réunir un certain nombre de conditions que nous n'avions plus. Il valait mieux ressembler à un civil, on était rasé, il valait mieux avoir des vêtements civils, on était en bagnard. Il était préférable de pouvoir courir vite pour échapper au mirador. Il valait mieux connaître la langue du pays. Il était hautement souhaitable de connaître quelqu'un chez qui se cacher pour que les chiens renifleurs perdent votre trace. La plupart des tentatives ont échoué. Et les pauvres types étaient pendus à l'appel du soir, et c'est ces soirs-là particulièrement que les appels étaient particulièrement longs. Donc la journée de travail était très longue l'été, évidemment beaucoup plus courte l'hiver. Mais si elles étaient plus courtes l'hiver, elles étaient d'autant plus difficiles parce que l'hiver, dès le mois d'octobre, la température descend au-dessous de 15 degrés facilement, qu'avec les mêmes pauvres habits, avec les mêmes pauvres outils. Il fallait creuser dans la terre gelée. La journée de travail était malgré tout interrompue au milieu de la journée par une sirène qui retentissait, et c'était la distribution de la soupe. C'était évidemment un moment très attendu, et on défilait avec notre gamelle devant un geôlier qui s'amusait, qui allait chercher la soupe plus ou moins au fond de sa bassine, qui en versait qu'une partie dans la gamelle. Il n'était pas question de manifester la moindre désapprobation. On n'avait pas le droit de regarder dans les yeux les geôliers qui nous gardaient. Si on croisait un regard, on était passible d'être battu à mort, parce que c'était une infamie de pervertir le regard d'un geôlier. Et cette soupe, cette pauvre soupe, on n'a jamais su de quoi elle était composée. On la buvait parce qu'on n'avait pas de cuillère, parce qu'il n'y avait pas de réfectoire, parce qu'il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de chaise. On s'adossait à un arbre, on s'asseyait par terre et on la buvait et on lapait pour ne rien perdre. Voilà quelles étaient nos journées de travail. Et des journées, il n'y avait pas de week-end, tous les jours se ressemblaient, on a travaillé tous les jours. Le seul jour où nous n'avons pas travaillé, c'était le jour de Noël 44, et c'était extrêmement précieux pour nous, non seulement de ne pas travailler ce jour-là, c'est-à-dire de ne pas se fatiguer ce jour-là, mais on a redécouvert de ce fait que
ce qu'on avait oublié, c'est que le temps était décomposé en jours, en semaines, en heures, et on avait complètement perdu cette notion du temps. On savait bien que nous étions en hiver, on savait bien qu'on était en fin d'année, mais on ne savait pas quel jour. Et là, découvrir qu'on est le 25 décembre, ça nous a, d'une certaine manière, virtuellement, on s'est libéré, on a rejoint le monde ordinaire. On s'est permis d'évoquer les Noëls précédents. On a essayé très timidement d'imaginer les Noëls à venir. En tout cas, on a pris conscience qu'à l'extérieur du camp, à l'extérieur des fils de fer barbelés, les gens fêtaient Noël. Et c'était d'une certaine manière, c'était une trêve qui nous faisait redécouvrir ce que nous avions oublié, parce que tous les jours se ressemblant, on n'avait aucun signe qui nous permettait de nous situer dans l'échelle du temps. Évidemment, le lendemain, le rythme a repris comme l'avant-veille, et cela jusque vers le 21 janvier 1945, où devant l'avancée des troupes russes, tous les camps d'extermination qui étaient dans l'est de la Pologne se sont repliés vers l'ouest, et nous avons été mis sur les routes dans un épisode que les historiens appellent maintenant les marches de la mort, parce qu'on a été mis sur les routes des squelettes encore vivants, enfin des gens très très amochés. Il y a eu une mortalité considérable durant ces marches de la mort. Les statistiques ne sont pas très précises. Un consensus semble s'établir sur le fait qu'il y a eu environ 30% de décès durant ces marches de la mort, durant ces évacuations. Et ce dont je me souviens, c'est d'avoir marché 3 jours et 3 nuits sans dormir. Enfin, sans dormir, sans nous allonger, parce qu'on dort en marchant. On dort en marchant, les jambes avancent mécaniquement. Et si le convoi ralentit, il se trouve qu'on marche sur les talons de celui qui est devant, ça vous réveille. Si notre pas ralentit, on est rattrapé par le rang de derrière qui nous marche sur les talons. Comment peut-on marcher? Comment ai-je pu marcher pendant 3 jours et 3 nuits alors qu'à l'époque j'étais déjà sûrement très amoindri? Évidemment, les 70 000 personnes ne sont pas parties en file indienne. Nous sommes partis en différents tronçons. Notre tronçon est arrivé le 30 janvier au camp de Mauthausen, qui n'était pas un camp d'extermination, qui était un camp de concentration normal, si je puis dire, mais qui était constamment surbooké parce que, après avoir reçu tous ceux qui évacuaient des camps de l'Est, recevaient tous ceux qui évacuaient des camps de l'Ouest, qui évacuaient devant l'avancée des troupes alliées. Mauthausen était un camp beaucoup plus petit qu'Auschwitz, de telle sorte que nous, qui étions arrivés à Auschwitz un peu en surnombre, d'une manière un peu anormale, il n'était pas prévu qu'il y ait tant de survivants d'un camp d'extermination. Même si durant les marches de la mort, la mortalité était considérable, il y a quand même un nombre de déportés important qui est arrivé à Mauthausen, et nous étions en surnombre. De telle sorte que pour nous, les marches de la mort ont continué, parce que du camp central, nous avons été évacués dans un premier camp annexe qui était construit en dur, en briques, puis vers un deuxième camp annexe qui était en dur mais en bois, puis vers un troisième camp annexe qui lui était un camp sous tente,
Et c'est là où nous avons été libérés, 5 mois plus tard, sans que je sache avec précision quel était ce lieu de ce camp qui était au bout dans le désert. Parce qu'à partir de ce moment-là, moi, je commençais à perdre un peu connaissance. Et nous n'avons pas été vraiment libérés. Nous nous sommes aperçus le 5 ou le 6 mai que nous n'étions plus gardés. Ce n'est pas la même chose qu'être libérés. Et lorsque nous nous sommes aperçus que nous n'étions plus gardés, mon frère et moi, nous sommes sortis du camp. Et c'est là que nous avons pris conscience de l'état dans lequel nous étions. Moi, je tenais à peine debout. Et nous nous sommes réfugiés dans, je crois, une cabane de jardin où on serait probablement mort sur place d'épuisement si les Américains qui avaient libéré le camp central, puis découvert le premier camp annexe, puis le second camp annexe, puis enfin le bout du bout des camps secondaires, n'avaient trouvé à l'intérieur du camp secondaire que des cadavres, ne s'étaient mis à explorer les environs, espérant bien trouver des survivants. C'est ainsi que nous avons été, mon frère et moi, retrouvés. Et c'est là que je vais terminer, parce que un des derniers souvenirs qui me reste, je vois mon frère essayer de me faire boire de l'eau. Je ne sais comment il se l'était procuré, mais ce dont je me souviens, c'est que l'eau qu'il mettait dans ma bouche, je ne pouvais pas accomplir l'effort de déglutition pour l'avaler. Et l'eau s'écoulait de la commissure de mes lèvres, et je lis dans le regard de mon frère l'idée que c'est pas possible. Hein. Si mon frère n'arrive pas à boire la moindre goutte d'eau, mais c'est qu'il va mourir. Et c'est là où je suis tombé dans le coma, pratiquement, de sorte que je suis bien obligé d'arrêter là la narration, parce que, à moins d'inventer, je pourrais vous en dire plus. Ce que je sais simplement, pour avoir eu plus tard connaissance d'une partie de mon dossier médical, c'est qu'à l'époque, je pesais 29 kilos, alors que la nature ne m'a pas donné la ligne haricot vert, que j'avais la dysenterie, le scorbut et le typhus. Mais j'ai seulement été bien soigné, puisque je suis là encore 70 ans après, mais je ne sais pas par qui, et je ne sais pas par quelles étapes. Ce que je sais, c'est que j'ai été réduit à l'état de squelette, car 29 kilos, c'était probablement le poids de mon squelette, et qu'il n'y avait rien autour. Je vous remercie de votre attention. Vous m'excuserez, je vais prendre un verre d'eau, et puis je serai tout à fait disponible pour répondre aux questions que vous aurez à me poser. Elles devraient être nombreuses, parce que j'ai conscience d'avoir fait que survoler, sans entrer dans les détails, les différents aspects, les différentes étapes qui constituent la vie d'un bagnard.